Eh bien voilà, 16h08, nous avons les 8 minutes réglementaires de retard. Donc je vous avais promis une petite surprise dans la semaine. Je viens de l'annoncer il y a une demi-heure sur les réseaux. Et je suis donc avec Françoise Nicolas, qui est lanceuse d'alerte, bien malgré elle, puisque finalement, lanceur d'alerte, on l'est une fois dans sa vie, c'est pas un métier. Hein. On n'a pas envie de l'être deux. Hein. On n'a pas envie de l'être deux fois. Et qui va nous raconter un petit peu ce qui lui est arrivé, que je résume. Elle était fonctionnaire au Quai d'Orsay, diplomate, fonctionnaire de catégorie B. Le Quai d'Orsay, donc c'est le ministère des Affaires étrangères. Et elle travaillait dans une ambassade de France au Bénin. Et il lui est arrivé tout à fait quelque chose d'assez désagréable, puisqu'elle a pu constater dans l'exercice de sa mission et de ses fonctions des détournements de fonds publics. Elle a alerté de manière répétée et régulière sa hiérarchie. Et donc, depuis, c'était en juillet automne 2009. Et depuis, sa vie, ça fait presque 10 ans, est devenue un véritable cauchemar. Mais vous savez que moi je m'occupe aussi d'un site qui s'appelle Le Lanceur. Ça pose la question des lanceurs d'alerte. Il n'y a pas véritablement de statut. Et alors qu'il y a l'article 40 qui oblige, je fais un signalement. Voilà, quand on voit des détournements de fonds publics, toute personne doit les signaler. Ça, c'est comme d'habitude en théorie, mais les rares personnes qui s'y sont frottées s'y sont piquées. Et donc, il est très difficile ensuite de retrouver une vie normale, de simplement avoir une vie sociale, familiale, professionnelle, puisqu'après tout s'effondre et on se retrouve bien seul. Donc voilà, racontez-nous un petit peu. Alors, qui êtes-vous? Quelle est votre histoire? Et comment tout ça a débuté? Alors moi, je m'appelle Françoise Nicolas. Donc j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères relativement tard, à l'âge de 39 ans, par un concours externe. Après quelques années de chômage, j'avais repris des études. Donc j'ai intégré le ministère il y a 18 ans seulement. Et puis avec ce concours, j'aurais dû partir très vite en poste à l'étranger. Et en fait, dès que j'ai été en position de partir à l'étranger, la DRH m'a expliqué que j'avais intégré le ministère trop âgé, j'avais 39 ans, et qu'en plus j'étais une femme. Les femmes, on n'en veut pas dans tous les postes. Donc du coup, 8 ans se sont écoulés avant que j'aie mon premier poste à l'étranger. Et je suis partie donc à l'ambassade de France au Bénin. C'est un poste que je n'ai pas choisi, qu'on m'a imposé et que j'ai pris dans des conditions un peu particulières, qui expliquent un petit peu les mésaventures qui ont été les miennes. À savoir que on m'a imposé, donc la DRH m'a imposé ce poste sans me demander mon avis. Je l'ai pris du jour au lendemain. Donc je l'ai pris à la date du 1er juillet 2008, quand tous mes autres collègues prenaient leurs fonctions, eux, au 1er septembre. Donc ça veut dire concrètement qu'eux ont suivi une formation sur ce type de poste et pas moi. Et ce qui fait que personne ne m'a prévenu, ne m'a mise en garde pour que justement, il ne fallait surtout pas mettre de l'ordre dans ce type de service, parce que comme me l'ont dit mes collègues, c'était ce type de service, les bourses, missions, invitations dans une ambassade, c'était la caisse noire par excellence, et qu'il ne fallait surtout pas mettre de l'ordre dans ce type de service. Or, moi, sachant que, vu les précédents postes que j'avais exercés en France au ministère des Affaires étrangères, j'étais connue, reconnue pour être quelqu'un qui se retroussait les manches, qui mettait de l'ordre partout où elle passait. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à l'ambassade de France au Bénin, que j'ai trouvé un service en grand désordre, eh bien, j'ai mis de l'ordre et notamment, j'ai mis en place des bases de données. Voilà. Et qui ont causé ma perte, puisqu'elles ont mis en évidence les dysfonctionnements dont on va parler. Donc, expliquez déjà en quoi consistait votre mission, c'est-à-dire il fallait établir des dossiers, des bourses, on peut appeler ça comme ça, pour des gens, aussi bien des Français qui voulaient voyager, qui voulaient arriver au Bénin, voilà, ou des Béninois qui voulaient se déplacer en France. Vous aviez un budget pour voilà, ça,
attribuer des bourses en fonction de critères tout à fait rationnels et objectifs. Alors moi, j'étais donc responsable du service qu'on appelle le service BMI, au sein du service de coopération et d'action culturelle. B pour les bourses d'études, bourses de stage. M pour, donc ce sont des étudiants qui venaient en France étudier. Oui, bien sûr. Le M de BMI, c'était les missions, c'est-à-dire c'était des Français qui venaient au Bénin pour former des Béninois. Et le I de BMI, c'était les invitations, c'était le contraire dans le sens inverse. Donc c'était des Béninois qui étaient invités en France pour, participer à des conférences, oui, voilà, donc c'était vraiment donc bourse, mission, invitation. Et donc non, il n'y avait pas un budget précis, en fait, c'était open bar, hein. Il n'y avait pas de limitation de budget, c'était on décide et puis c'est imputé budgétairement, voilà, c'était la limite, il n'y avait pas de limite, hein. Il n'y avait pas de limite, donc il y avait des barèmes et puis bon, selon la catégorie de personnes qu'on invitait en France, par exemple, était plus ou moins bien traité. C'est sûr une personne politique allait avoir plus de sous pour vivre au quotidien en France que l'agriculteur, hein. Bon, mais il n'y avait pas de limite de budget. Mais donc concrètement, moi, j'étais une exécutante. Donc c'est-à-dire que je transformais les instructions qu'on me donnait en réalité bien concrètes. C'est-à-dire on me disait, Madame Nicolas ou Françoise, on a décidé que telle personne va aller en France pour faire telle chose, voilà. Et puis donc moi, c'était charge à moi de transformer cette instruction en réalité très concrète, c'est-à-dire que je recevais la personne, bien sûr, je la contactais, je la recevais, je montais un dossier. Dans ce dossier, je prenais évidemment ses coordonnées, qui elle était, où elle allait, pour à la fois en finale donc monter, prévoir son billet d'avion, quel est l'argent en temps et en heure pour lui permettre de vivre en France et tout ça. Et je suivais la personne donc jusqu'au bout, jusqu'à son retour au Bénin, ou pour les Français jusqu'à leur retour en France, ou pour les étudiants tout le temps qu'ils étaient à étudier en France. Donc c'était vraiment un suivi au long cours et un suivi très fin. Très très fin pour vous justement... occupiez des billets d'avion, tout ça, que le billet arrivait bien en temps et en heure pour qu'il n'y ait pas de hiatus, qu'il n'y ait pas oui, le logement, tout. Enfin, disons que j'étais l'interface, je ne vais pas rentrer dans les thèmes, il y a un organisme qui faisait tampon entre moi, représentant les affaires étrangères, et le bénéficiaire de ces fonds publics français. Donc il y avait un organisme qui faisait tampon entre les deux. Mais cet organisme, il gère énormément de choses au niveau mondial, donc il y avait forcément des ratés parfois. Et donc moi, mon travail, c'était d'être très vigilante pour qu'il n'y ait pas de ratés, justement. Et donc j'avais mis en place ces fameuses bases de données qui me permettaient d'avoir un suivi très fin, immédiat, et de repérer tout de suite là où il pouvait y avoir des problèmes pour justement intervenir pour résoudre ou anticiper le problème qui s'annonçait, ou le résoudre si vraiment le problème perdurait. Donc il y avait ces bases de données qui étaient, que j'ai mises en place au prix de grandes difficultés, mais que j'ai mises en place et qui m'ont permis d'avoir un suivi très fin, et ça a été ma perte. Et donc pendant quelques mois, ça se passe très bien, et puis il y a un changement de hiérarchie au sein de l'ambassade. Voilà. C'est l'ambassadeur qui change ou c'est c'est l'ambassadeur. Disons que la première année, c'est très bien passé. Enfin, c'est très bien. Donc l'ambiance était un peu difficile, mais moi, je n'avais pas de point de repère. C'était mon premier poste à l'étranger. Puis moi, j'étais vraiment très prise par mon travail, tout ça. Mais la première année s'est déroulée... correctement, on va dire. Correctement, mais dans une ambiance quand même... Un peu tendue. Anormal, à savoir, il y avait quand même une ambiance professionnelle de grande menace. Et d'ailleurs, mon premier chef de bureau m'avait demandé à 2 reprises de témoigner des scènes de menaces dont j'avais été témoin dans mon cadre professionnel, parce qu'il était l'objet de harcèlement moral et d'humiliation de la part de l'ambassadeur, et il voulait monter un dossier de harcèlement moral, donc il m'avait demandé de témoigner. Et moi, bonne fille, sans penser à mal, j'avais témoigné bêtement de la réalité de ce que j'avais vu. Voilà, à 2 reprises. Et donc, par exemple, un type d'humiliation de l'ambassadeur vis-à-vis de mon chef de bureau, qui était quand même le responsable de la coopération et de l'action culturelle de la France au Bénin. Un exemple d'humiliation de l'ambassadeur,
à l'automne 2008, l'ambassadeur a décidé de priver mon chef de bureau de sa voiture de fonction. C'est-à-dire concrètement, mon chef de bureau, qui était quand même à un niveau hiérarchique important, lorsqu'il devait se rendre à des manifestations officielles ou lorsqu'il devait se rendre à des rendez-vous avec des ministres béninois, eh bien, il devait soit utiliser la voiture qu'on voulait bien lui laisser à l'ambassade, c'est-à-dire en clair, c'était l'estafette. C'était la voiture une estafette. Hein, donc par rapport aux grosses voitures, aux grosses berlines, ça a moins d'impact au niveau de l'image, où il prenait un ZEM, c'est une moto-taxi, où il y a le conducteur qui a une chemise jaune, il y en a beaucoup dans Cotonou, c'est le mode de transport pas cher, bon marché, mais enfin, un officiel français qui se rend à des réunions officielles, à des manifestations officielles, à des visites ministérielles, en moto-taxi ou avec l'estafette de l'ambassade, alors que le simple bon sens, et c'était normal que ce monsieur bénéficie d'une voiture de fonction avec chauffeur pour plein de raisons, et ben l'ambassadeur avait décidé de la lui retirer pour l'embêter. C'est tout. Donc, au bout d'un an de ce traitement, de traitement de ce genre, hein, voilà, ce monsieur a été renvoyé par l'ambassadeur en France. D'ailleurs, ce monsieur qui travaillait dans le secteur culturel, sur cette zone géographique, a été renvoyé du ministère des Affaires étrangères. Il a été viré. Et donc, du coup, quand il a été remplacé par quelqu'un, un homme choisi par l'ambassadeur, qui, lui, a mis en place ce système de dossiers vides et qui, concrètement, m'a retiré les dossiers dont j'étais responsable pour les confier à une des secrétaires du service, une des secrétaires qui était rattachée aux assistants techniques. Donc, la secrétaire, elle avait son boulot. En plus, elle avait son boulot. Donc, en plus, on lui demandait de traiter mes dossiers qui, moi, m'occupaient beaucoup. On lui demandait de traiter, en plus de son boulot, elle, recrutée locale, béninoise, voilà. Moi, j'ai passé un concours pour être diplomate. D'un côté, il y avait la recrutée locale béninoise, qui était bien gentille, mais qui était une secrétaire de plusieurs assistants techniques, à qui on lui demandait de traiter mes dossiers. Et elle était bien embêtée. Elle les traitait, évidemment. C'était plus facile parce que les dossiers étaient vides. Vierges. Donc, ça allait plus vite que quand c'était moi qui les traitais. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous étiez toujours en poste officiellement pour traiter des dossiers, mais en fait, qui étaient traités par quelqu'un d'autre qui n'était pas fonctionnaire d'État, mais une contractuelle. Voilà, une recrutée locale. Voilà, qui, Madame Tout-le-Monde au Bénin. Voilà, qui, en fait, n'instruisait pas des dossiers, mais vous vous êtes rendu compte rapidement que ces dossiers étaient vides, oui, que pourtant des sommes y étaient allouées, oui, des sommes pour lesquelles vous étiez responsable, oui, puisque vous avez le rang de diplomate. Oui, tout à fait, j'étais responsable. En étant de catégorie B, vous avez un budget, oui, et à la fin de l'année civile, vous devez rendre des comptes, parce que pour que les gens, oui, qui ne sont pas connaisseurs sachent exactement comment ça fonctionne, vous avez un budget, c'est imputé ensuite sur le budget de l'État, voilà, avec des cases bien précises, on met des codes, etc., ça rentre dans le budget de l'État, et à la fin, s'il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable, voilà, et pénalement responsable. Voilà, hein, voilà. Je ne mesurais pas à l'époque toutes les conséquences pénales, enfin toutes les conséquences, les répercussions pénales éventuelles, mais je voyais que ma responsabilité était engagée, que dans les faits, je ne contrôlais plus rien, mais on m'avait dit oralement, et ça je l'ai écrit, hein, oralement, non, on vous décharge, mais parce que ceci, cela, voilà, c'était, mais à l'extérieur, enfin déjà, donc ma fiche de poste officielle, c'était bien de traiter ces dossiers, d'une part, d'autre part, à l'extérieur, ma nouvelle hiérarchie me présentait bien comme étant responsable de ces dossiers, alors que dans les faits, je ne contrôlais plus rien. Et moi, je me disais, mais à un moment donné, je vais devoir rendre des comptes, il faut que je comprenne tout ça. Donc, au bout de 3-4 mois, enfin en décembre 2009, j'ai écrit à Paris, à mon correspondant gestionnaire, pour lui expliquer la situation, en lui disant, voilà ce qui se passe, donc de façon très carrée, très claire, ce que je viens de vous dire. Et lui demander, qu'est-ce que je fais? En donnant des exemples qui, avec le recul, sont très clairs quant au caractère fictif des dépenses, et en disant, mais qu'est-ce que je fais? À qui? Dites-moi à qui je dois m'adresser, parce que ma hiérarchie ne me répond pas, et se pose un problème de responsabilité, ma responsabilité, se pose un problème de responsabilité, de transparence et de contrôle de la dépense publique. Dites-moi quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, on vous répond, pas
On ne me répond pas. Voilà, on ne me répond pas. C'est le silence total. Donc là-dessus, bon, je pars, c'était en décembre 2009. Donc là-dessus, je pars en vacances. Je reviens début janvier 2010 à Faune. Même si d'ailleurs, pendant je sens toujours sans réponse de Paris hein, sur les questions que je posais. Donc... sachant que pendant mes vacances, je revenais à mon bureau, hein, parce que voilà. Je dis pour nos amis, je note un peu les questions. Hein. Voilà. On y répondra après. Hein. Allez-y, continuez, Françoise. Donc voilà, donc je pose, donc j'interroge début décembre 2009 Paris sur qu'est-ce que je dois faire. Dites-moi ce que je dois faire. Donc pas de réponse. Donc je pars en congé. En décembre 2009 et je reviens en janvier 2010 et est-ce que je continue là? Oui, et je suis à Faune, je reviens de congé donc à Faune. Ma fille, enfin mon entourage aussi avait été atteint du même virus dû à la pollution de Cotonou, alors j'étais à Faune. Donc du coup c'était compliqué pour travailler, enfin je ne communiquais que par écrit et en fait dans les 10 jours qui suivent, mon aphonie, enfin, je deviens de plus en plus, c'est douloureux, je souffre, je ne communique que par écrit, je consulte 4 fois un cabinet médical qui atteste que, oh là là, votre situation ne s'arrange pas, de plus en plus, vraiment. Et puis pendant ces 10 jours, il y a une ambiance particulière, c'est mon retour de vacances. Je sens que ma hiérarchie et ma collègue de bureau, qui était un emploi fictif de l'ambassade, qui passait son temps, qui était un emploi fictif de l'ambassade, mais on partageait le même bureau. Elle pensait son temps plus couché que debout, c'est ça que vous vouliez dire? Ça, je voyais pas, non, mais... Je l'ai lu dans votre... les ressentis, non? Non, non. Le ministre... Moi, j'ai su pourquoi c'était un emploi fictif de l'ambassade de France après, parce que je l'ai su quand je me suis pourvue devant les tribunaux, mais là, on anticipe. C'était en fait, ce qui lui valait ce traitement de faveur et autres, et ce qui lui vaut encore aujourd'hui le traitement de faveur, c'est qu'elle était, en tout cas, j'y suis pas, mais elle était la maîtresse d'un proche du chef de l'État béninois. Heureusement qu'en France, ça se passe pas comme ça. Hein. Oh bah non, pensez bien, nous, on est un pays... non, ça se passerait pas comme ça. C'est pas possible. Mais donc... Pour en revenir à début janvier, à cette période de 10 jours très importante à mon retour de vacances en janvier 2010, donc j'étais à Faune, voilà, je ne communiquais que par écrit. C'est pas une ville, Faune, c'est à Faune en un seul mot, hein, précise, parce que comme on est à l'oral. Voilà. D'accord, donc je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus prononcer un son, voilà, donc je ne communiquais que par écrit. Et donc pendant cette période-là, ces 10 premiers jours, je retrouve une atmosphère bizarre, tout ça, et je sens que ma hiérarchie et ma collègue de bureau, avec qui je m'entendais bien jusque-là, essaient de créer une atmosphère d'hostilité gratuite, de trouver le moins de prétextes pour essayer de me provoquer, de déformer les choses, de me faire m'énerver, de tout ça. Et moi, bonne fille, je dis, bah, qu'est-ce qui vous prend? Enfin voilà, mais j'écris, parce que je ne pouvais pas. Et je dis, mais qu'est-ce qui vous prend? Quelle mouche vous pique? Tout ça, voilà. Et donc, arrive le matin du 10 janvier, je comprends pas ce que... quelle mouche vous pique. Et arrive le matin du 14 janvier 2010. Donc excusez-moi, je bois un peu d'eau avant de raconter. Arrive le matin du 14 janvier 2010, donc ça faisait 10 jours que j'étais rentrée de congé. Et puis, moi, j'avais commencé ma journée de travail comme tous les jours à 7h30 du matin. Et ma collègue, elle arrivait à 9h. Et donc, je rentre dans le bureau à 9h. Et elle se met à me crier dessus parce que, justement, j'avais écrit un mail du style « Mais quelle mouche vous pique? Où est passée ta gentillesse perdue? Enfin, qu'est-ce qui vous prend à tous? Qu'est-ce qui vous prend ?» Et elle se met à me crier dessus en me disant « Tu m'as insulté, qu'est-ce que... » Enfin, moi, je suis habituée à ces humeurs, je réponds par écrit, muette, je n'ai pas pu t'insulter. Et je vais m'asseoir à mon bureau et je me plonge dans mon travail du moment, qui m'a bien, je m'en souviens, je ne vais pas développer, mais j'étais très absorbée. Et puis à un moment donné, dans mon champ de vision, je vois ma collègue se lever, qui avait son bureau perpendiculaire au mien, une double porte nous séparait. Je vois ma collègue se lever, donc et puis elle contourne son bureau, et puis elle passe devant la porte du bureau, donc séparant nos deux bureaux. Elle attrape à la porte un cintre qui était accroché, qui était un cintre pour vêtements d'homme, donc avec des grosses, des extrémités plus larges, et qui était cassé. Donc du coup, ça faisait un bout pointu, et elle attrape ce cintre, elle s'approche de moi, elle me frappe à la tête.
Donc évidemment, ce bout pointu fait que ça me fait mal. Donc je me lève, enfin voilà, on s'accroche, on se bat, on s'accroche de corsage mutuellement, je vois des images de tissu, enfin tout ça. Et à un moment donné, bon, elle me plaque contre les étagères qui étaient derrière mon bureau et je sens quelque chose de très pointu au niveau de mes yeux. Donc j'ai pensé à une pointe bic. Je n'ai pas cherché à comprendre hein, ce qui se passait. J'ai juste fermé les yeux de toutes mes forces et mordu aussi de toutes mes forces sans comprendre ce qui se passait, sans comprendre ce que je mordais. Et en fait, j'étais en train de mordre son doigt parce qu'elle avait des ongles à l'africaine, donc des ongles artificiels très longs. Donc, elle était en train d'essayer de me crever les yeux. Et donc, ce que je mordais, ben, c'était son doigt. Et donc, du coup, elle a lâché, elle a arrêté de vouloir me crever les yeux. Et elle m'a maintenue d'un côté et étranglée de l'autre. Et du coup, moi, j'ai voulu appeler au secours. Et comme j'étais aphone, comme je ne pouvais pas émettre le moindre son, aucun son n'est sorti de ma bouche. Donc, elle a continué à serrer. Et du coup, mon cerveau a court-circuité, c'est-à-dire d'une très grande excitation de combat pour sauver ma vie. À un moment donné, tac, tout est devenu très calme et j'ai commencé à perdre connaissance et à m'effondrer, quoi, à penser à ma fille, à me dire, bah voilà, ça y est, maintenant je meurs. Et je pensais à ma fille, voilà, donc, et ben je perdais connaissance, donc j'ai glissé. Voilà, je prends un peu d'eau pour continuer. Et donc, c'est à ce moment-là, alors que j'étais en train de m'évanouir, de perdre connaissance, qu'un agent d'entretien est entré dans le bureau. Par chance, il travaillait sur le palier, donc devant notre bureau. Il a entendu du bruit anormal, évidemment. Dans tout ça, les classeurs étaient tombés, bouquins, enfin voilà, etc. Donc, il est entré et il a réussi à arracher mon agresseur à mon cou en s'y prenant à 3 reprises. Et donc, moi, je suis tombée à terre, voilà, donc dans la poursuite de la perte de connaissance. Et donc, quand j'ai relevé les yeux, enfin voilà, j'ai vu, j'étais dans le recoin, un recoin, enfin voilà, du côté opposé de mon bureau, et donc dans un grand désordre. Et en relevant les yeux, j'ai vu devant moi, à peine 1 mètre de distance, en randonnion, 3 personnes qui me regardaient, parce que le bureau où j'étais, c'est dans les locaux administratifs de l'ambassade de France au Bénin, qui sont de petits locaux. C'est tout petit. L'ambassade fait 7 hectares qui sont avec une immense résidence pour l'ambassadeur et piscine, etc. Et un immense 7 hectares de jardin. Mais nous, on avait un petit bâtiment juste à l'entrée. Voilà. Donc, du coup, le bâtiment est tout petit. Donc, du coup, les gens sont venus très vite. Enfin, il y a eu du bruit, sans doute. Voilà, bref. Sans doute parce que quand l'agent d'entretien est entré, évidemment, la porte est restée ouverte. Donc, ça fait du bruit. Enfin, j'imagine. Donc, je reviens. Je relève la tête. J'ouvre les yeux, je vois en randonnion devant moi 3 personnes, l'ambassadeur et le chef de la coopération et de l'action culturelle et son adjoint. Et il me regarde sévèrement et l'ambassadeur dit « Ah, encore Madame Nicolas qui fait des siennes ». Et au deuxième plan, je vois mon agresseur, ma collègue qui se débat, l'agent d'entretien, un petit bonhomme qui essaie de la maintenir tant bien que mal, et arrive en courant le chef des gendarmes qui, pour aider l'agent d'entretien à maîtriser mon agresseur. Donc, je me suis relevée toute seule. J'ai été emmenée dans un cabinet médical où un médecin a pris des photos de mes blessures et a fait le certificat initial de coups et blessures. Donc, il faut savoir, vu l'ambiance qui était lourde à l'ambassade, en quittant mon bureau, j'ai pris moi aussi une photo du désordre du bureau, avec donc des bijoux cassés à terre, enfin voilà, tout ça, des trucs, enfin le désordre, hein, parce que... Et donc le médecin a pris 11 photos de mes blessures, il y en a 7 qui sont exploitables et qui témoignent sans ambiguïté de la volonté de me tuer, parce que mon cou, notamment, il y a une des photos qui montre mon cou très abrasé au niveau de la carotide, hein, voilà. Mais alors, la conclusion de tout ça, c'est que c'est moi qui ai été accusée d'être l'agresseur. Et je continue toujours à être accusée par l'administration d'avoir agressé ma collègue. Voilà. Alors, pour rester dans les choses concrètes, après on ira dans les questions, pour que tout le monde comprenne bien le fil de l'histoire. Donc, à ce moment-là, vous êtes rapatrié en France.
Alors, Vous êtes en arrêt de travail? alors à ce moment-là, c'était un peu plus subtil que ça, mais ça vaut le coup de le... Donc à ce moment-là, donc j'étais après l'agression, donc après la visite au cabinet médical, j'ai été ramenée à l'ambassade où j'étais enfermée dans un bureau pour écrire ma version. Donc j'ai écrit ce qui s'était passé. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais varié d'un détail dans mes déclarations, jamais. Bah, quand on dit la vérité, on peut la raconter 1000 Voilà. fois, ça reste la vérité. Ma collègue, j'ai 3 versions différentes, Ouais. avec des témoignages... Bon bref, on va pas... Non. Donc mais je suis rentrée chez moi et là, mon état s'est dégradé très vite parce que les hématomes se sont refroidis. J'étais en état de choc, donc je me suis retrouvée très vite en état de choc. J'étais dans l'impossibilité de tenir debout toute seule. C'est-à-dire que j'étais complètement traumatisée, c'était un état de choc profond. Donc je ne pouvais pas tenir debout toute seule, c'est-à-dire j'avais quelqu'un chez moi jour et nuit, parce que pour les besoins, enfin, j'avais besoin de quelqu'un. Et donc au bout d'une semaine, donc je reviens pas, je détaille pas ce qui s'est passé pendant cette semaine, mais au bout d'une semaine, l'ambassadeur a fait porter à mon domicile, a fait porter un courrier à mon domicile par un chauffeur, dans lequel il disait que j'étais à l'origine de l'agression et que du coup, bah, j'étais mise dans l'avion qui suivait là, pour renvoyer en France. J'étais renvoyée disciplinaire en France. Alors moi, j'étais tellement dans les choux que j'ai vaguement compris, mais j'étais tellement mal. Je me suis dit, oh là, super, je vais rentrer en France, on va s'occuper de moi, parce que j'étais inquiète d'avoir des dégâts neurologiques. On va s'occuper de moi, mais je ne comprenais pas pourquoi il me disait, mais vous êtes à l'origine de l'agression, où je dois gérer, je suis mobilisée par cette altercation dont vous êtes à l'origine. Qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, voilà. Et donc, je suis rentrée en France comme ça en l'espace de quelques heures. C'est-à-dire que concrètement, plusieurs voitures de l'ambassade sont venues à mon domicile. C'était comme dans une série américaine. Dans ma petite rue, il y avait 4-5 voitures qui étaient toutes avec tout feu ouvert. Et je ne sais combien de personnes qui sont venues me chercher pour être bien sûr que j'allais dans l'avion, accompagnée par le médecin de l'ambassade de Cotonou jusqu'à Paris. Vous avez laissé votre maison, Et vos affaires. je n'étais pas en état donc de faire une valise. J'ai pas fait de valise. Ce sont des gens qui ont mis pour moi des trucs en vrac dans une valise, donc des papiers, de briques de broc, mais n'importe quoi. J'ai pas été en état de faire une valise. J'ai abandonné ma maison dont je venais de régler 1 an de loyer, mes véhicules. J'étais employeur, j'ai eu des problèmes parce que j'ai abandonné aussi mon employé. Parce que moi, je pensais que j'allais revenir. J'allais retrouver mon travail, je n'avais rien fait. Et j'ai tout abandonné. Et ça a été... Et donc, arrivée à Paris, j'ai été mise dans un autre avion pour aller être renvoyée à Rennes chez ma fille, où j'ai très vite été hospitalisée au service des urgences de l'hôpital de Rennes, et où j'étais portée par les ambulanciers comme un sac de pommes de terre, parce que je ne pouvais toujours pas plus tenir debout toute seule. Voilà. J'étais très, très, très abîmée. Très abîmée. Et donc là, nous sommes en 2010. On est en janvier 2010, janvier et donc 2010. janvier 2010. Et donc là, vous essayez de reprendre un petit peu vos esprits, vous essayez de comprendre ce qui vous arrive. Oui. Et vous êtes dans quelle situation déjà alors administrative. D'abord au niveau de la santé, et ensuite administrativement, et ensuite on parlera judiciairement de ce qui s'est passé. Déjà au niveau de la santé, parce que petit à petit vous reprenez un peu de poids. Non, au niveau de la santé, je suis très, très... Là c'est le trou noir pendant des mois. C'est le trou noir pendant très longtemps. J'étais pas bien... Enfin, je veux dire, j'étais très abîmée, à savoir que je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais plus mettre de son quand j'étais agressée. Donc la strangulation n'a rien arrangé. J'ai été longtemps avant de pouvoir recommencer à articuler. J'ai mis 1 mois avant de pouvoir recommencer à marcher. J'ai dû réapprendre. J'avais plus de vocabulaire parce que le cerveau avait été atteint. Je ne pouvais plus m'exprimer. J'ai mis des années, j'ai dû réapprendre à écrire. J'avais du mal à compter. J'ai fait ensuite des mois d'hôpital où j'ai réappris à compter, j'ai réappris à écrire, j'ai tout recommencé à zéro. Ça a été l'horreur. Et si je n'avais pas été mère de famille, si je n'avais pas eu ma fille, je ne serais pas là pour vous en parler, parce que à vivre, c'est affreux. Et ça, c'est le point de vue de la santé. J'ai mis des années à m'en remettre. Sachant que on garde une fragilité, même si je ne devrais pas le dire, mais bon, c'est de l'état, c'était un état de stress post-traumatique aigu, puis chronique. Et donc,
le ministère n'a rien fait pour arranger ça. Parce que moi, je voulais, c'est ce qu'on d'ailleurs on conseille aux gens qui traversent ce genre de situation, c'est reprendre justement une vie normale pour passer à autre chose. Or, au contraire, le ministère des Affaires étrangères, dont la DRH était à l'époque Nathalie Loiseau, actuelle tête de liste de La République En Marche, a tout fait pour me briser. Alors ça a commencé très vite, par exemple. Je suis arrivée à Rennes, j'étais emmenée en ambulance de chez ma fille à l'hôpital. Bah, les ambulances, ils m'ont envoyé les factures, c'était 200 €. J'ai envoyé les factures au ministère, on me les a renvoyées en m'écrivant « Mais Madame Nicolas, on vous renvoie vos factures, encore faut-il que vous prouviez ne pas avoir initié le combat ou pris une part active ?» Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez? Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, ça veut dire concrètement que j'étais, au bout de, je crois qu'au mois de mars, j'étais toujours en arrêt de travail. J'étais pas bien du tout, mais mon avocat m'a dit, oh là là, mais il faut qu'on arrête là. Vous arrêtez d'être en arrêt de travail, vous allez tomber à demi-traitement. Ça veut dire que si j'étais très bien payée au Bénin, je gagnais 8 000 € au Bénin. En France, j'étais payée 2 000. Donc, à demi-traitement, ça faisait 1 000. Donc, au mois de mars, j'ai repris, on a dit, OK, vous n'êtes plus en arrêt de travail, mais je suis restée chez ma fille. Et j'ai été affectée à Nantes au mois de juin. Sauf que juillet et août, j'étais hospitalisée en urgence à l'hôpital de Nantes parce que j'étais pas bien du tout. Et notamment, ils ont essayé d'enlever les cauchemars parce que je revivais l'agression constamment. Dès que j'étais très mal quand j'étais en situation d'éveil, donc le jour. Mais dès que je dormais, je revivais l'agression. C'est-à-dire que je revivais... constamment l'agression avec tout ce que peuvent exacerber les rêves. Donc c'était affreux, Donc j'ai fait 2 mois d'hôpital. L'été 2010, je l'ai passé à l'hôpital à demi-traitement. À demi-traitement. C'est-à-dire avec 1 000 € par mois. Puisque j'étais donc... Parce qu'il a fallu que je me batte 18 mois avec le ministère des Affaires étrangères pour faire reconnaître cette agression imputable au service comme accident de travail. Parce qu'ils ne voulaient pas. Pour eux, c'était moi l'agresseur. Mais donc, il a fallu que des avocats s'en sont mêlés, etc. Donc là, ça a été finalement reconnu comme accident de travail. Comme accident du travail 18 mois plus tard. D'accord. 18 mois plus tard. Mais il a fallu que je bataille comme une folle. Donc, le terme est mal choisi parce qu'on me fait passer pour une folle, justement. Pour résumer, pour finir, conclure sur l'aspect factuel des choses, après on reviendra parce qu'il y a évidemment beaucoup de questions que tout le monde se pose, sur l'aspect factuel des choses, finalement, le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, vous oblige à prendre votre retraite de façon anticipée, vous met à la retraite d'office. M'a mis à la retraite au 1er juin dernier. Au 1er juin dernier, vous percevez du coup, puisque vous n'avez pas cotisé assez, 600 € de retraite. Voilà, 600 € de retraite et 200 € au titre de mon invalidité, puisque le ministère m'a fait expertiser par un psychiatre bien connu de la fonction publique qui s'appelle le docteur Éric Nortier à Paris. Il est très connu. Il m'a reçu 10 minutes pour me foutre à la porte de son bureau au bout de 10 minutes. Et ce monsieur a conclu à mon invalidité définitive et absolue à tout travail. Et qu'en plus, comme je suis âgée, il a conclu que j'étais irrécupérable. Donc du coup, j'ai fait... Donc ça, c'était en octobre 2017. Donc j'ai protesté, j'ai demandé à 2 reprises une contre-expertise qui m'a été refusée. Mon avocat a fait un recours gracieux auprès du ministère, on n'a pas eu de réponse. Et en juillet dernier, j'ai reçu un mail qui me disait « Madame Nicolas, on vous envoie un papier qui vous déclare en retraite d'office pour invalidité depuis le 1er juin. Merci de signer les papiers et de nous les renvoyer. » Donc j'ai dit « Mais j'ai protesté. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Enfin, c'est pas... Déjà, j'étais en arrêt de travail depuis quelques mois pour me préserver du harcèlement moral, donc j'étais protégée. C'est pas que je voulais pas travailler, c'est qu'on me disait simplement, c'est votre placard, vous n'avez pas d'autre choix que de retourner dans un placard. Donc le ministère m'a mis en retraite d'office au 1er juin 2018. Donc je suis effectivement avec comme ressource 850 € de retraite, 650 € de retraite, de pension de retraite et 200 € au titre de mon invalidité. Voilà. J'ai 850 € depuis le 1er juin, donc je cherche des petits boulots et j'accumule les petits boulots. Et donc là, vous allez faire la cueillette du muguet à Nantes, par exemple. Voilà, par exemple, là, dans quelques jours, je vais aller dans les champs des maraîchers nantais. Je remercie la société qui veut bien m'employer.
Enfin, on est 7000 hein, aussi, donc il y a 7000 contrats de saisonniers. Je vais cueillir le muguet dans quelques jours. Le muguet que vous achèterez le 1er mai, eh bien, je serai au nombre des gens qui iront le cueillir. Voilà. Bon, finalement, le Quai d'Orsay mène à tout à condition d'en sortir, mais Voilà. on n'en sort pas toujours par la même porte. Et j'ai été aide fleuriste également au mois de décembre, parce que là, personne ne voulait sacrifier ses réveillons pour quelques centaines d'euros, donc moi, je les ai sacrifiés. J'ai été aide fleuriste pendant 2 semaines. Ça a été très dense, c'est un univers que j'ai découvert. Donc, je reste dans la fleur, puisque après cet emploi d'aide fleuriste en décembre, eh bien, je vais continuer dans le muguet dans quelques jours. Voilà. Alors, pour qu'on comprenne bien, au niveau judiciaire, vous êtes encore dans des actions judiciaires? Oui, tout à fait. Donc, à ce jour, il y a eu 16 procédures judiciaires, dont 9 pendant que Madame Loiseau était aux affaires au Quai d'Orsay. Donc, un total de 16 procédures judiciaires. Donc, sur ces 16, il n'en reste que 3 en cours. Il y a d'une part une plainte pénale contre X pour tentative de meurtre. D'autre part, ma demande de protection statutaire en tant que fonctionnaire, puisque j'ai quand même été agressée sur mon temps de travail, mon lieu de travail. Donc, je devrais être protégée par mon administration. Je ne le suis pas. Donc, ça fait des années que je le demande devant un tribunal. C'est assez... Voilà. Donc, 1, plainte pénale contre X pour tentative de meurtre. 2, la protection statutaire du fonctionnaire. 3, cette mise à la retraite d'office. Voilà. Que vous contestez, évidemment. Que je conteste avec la plus grande énergie. Bon, très bien. Alors, maintenant, effectivement, cette affaire peut prendre une dimension un peu plus politique, j'allais dire, puisqu'effectivement, vous avez souhaité citer le nom de Madame Loiseau, qui est tête de liste pour La République En Marche aux élections européennes. Et alors, expliquez-nous, elle était directrice des ressources humaines du Quai d'Orsay au moment où vous êtes arrivé de cette mésaventure, c'est plus qu'une mésaventure d'ailleurs, oui. Cette histoire un peu tragique. Et je l'ai vu récemment, je l'ai entendu dans une radio, je l'ai vu à la télé, je crois. Elle disait en fait, oui, c'était à la télé, mais moi, cette dame, tout a été instruit, je ne la connais pas, tout est parfait. Elle a regardé le dossier. Et elle dit, moi, je ne sais pas de quoi elle parle, circuler, il n'y a rien à voir. C'est à peu près ça qu'elle dit. Hein, c'est tout à fait ça. Alors, je vais répondre en 2 temps. Donc, Madame Loiseau a été directrice des ressources humaines de 2009 à 2011. Et ensuite, de 2011 à 2012, elle était encore au niveau au-dessus. Elle était directrice générale de l'administration. Donc, elle a été aux affaires, au cœur des RH ou au-dessus du DRH, le N+1 du DRH, de 2009 à 2012. Donc, en plein dans la période qui me concerne, moi. Madame, alors, voilà, c'est une première chose. Deuxième chose, Madame Loiseau dit qu'elle n'est au courant de rien, qu'elle ne me connaît pas. Certes, on a dû se trouver... Madame Loiseau, je produis des faits très concrets. Et j'alimente mon fil Twitter depuis quelque temps, tous les jours, avec des éléments très concrets, des extraits de documents officiels qui prouvent que Madame Loiseau était informée. Si elle maintient... alors, de 2 choses, soit elle est très menteuse, soit elle est très incompétente. Mais moi, en tout cas, elle dit, oui, ne croyez pas cette Madame Nicolas, tout ça. Moi, Madame Loiseau, je dis que. Sauf que c'est la parole de Madame Loiseau. Et de l'autre côté, moi, je donne des faits. Et puis vous avez un dossier particulièrement construit. Et notamment voilà. Sur mon fil Twitter, parce que bon, moi, j'étais une petite fonctionnaire. Mais par exemple, sur mon fil Twitter, vous verrez l'extrait d'un mail. Mon premier chef de bureau, qui a été viré par l'ambassadeur comme un malpropre à l'été 2009. À l'été 2009, il m'a expliqué qu'il avait eu en main les pièces comptables de détournement de fonds publics à grande échelle, à l'échelle de l'ambassade. Et il m'a donné des exemples très concrets en ce sens. Et à l'été 2009, il a fait un rapport au ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle un rapport à 360 degrés. C'est un type très précis de rapport. Il a fait un rapport à 360, c'est donc un rapport bien spécifique
en ce sens au ministère des Affaires étrangères, avec copie à l'Élysée. Qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque? Bernard Kouchner. Et qui était le président de la République? Sarkozy. Voilà. Ça parce que la question revient régulièrement. Sarkozy, voilà, Nicolas Sarkozy. Donc, Madame Loiseau ne peut pas... voilà. D'autre part, moi, vous verrez également sur mon fil Twitter un tableau qui montre que sur la période où Madame Loiseau était aux responsabilités en matière de ressources humaines au ministère des Affaires étrangères, elle a été saisie par mes avocats à 12 reprises. 12. 9 fois de façon dans le cadre de procédures judiciaires et 3 fois de façon amiable. Donc elle est très au courant, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant, en tout cas, de l'histoire. Et j'ai rencontré et j'ai été en contact à plusieurs reprises, notamment avant l'agression, parce qu'avant l'agression, enfin, j'étais tombée 6 mois avant l'agression, j'étais tombée dans un piège tendu par l'ambassadeur, j'avais dû saisir des avocats, un tribunal, enfin voilà, etc. Donc j'avais été amenée à rencontrer des collaborateurs immédiats de Madame Loiseau. Donc avant l'agression et après l'agression, j'étais en contact avec des collaborateurs immédiats de Madame Loiseau. Il y a des évidences, il y a des faits avérés. Moi, c'est ce que je mets dans le plateau de la balance, des faits avérés. Et Madame Loiseau, de l'autre côté, dit « Oh, je la connais pas ». Ça interpelle quand même. Et donc, est-ce que cet ambassadeur est toujours en poste, quelque part? Quel est son nom d'abord? Alors, son nom il s'appelle Hervé Besancenot. Et il vient de prendre sa retraite. Enfin, il a pris sa retraite il y a quelques mois seulement. Par contre, son frère, Bertrand Besancenot, est lui aussi ambassadeur. Et il est l'actuel conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron pour le Moyen-Orient. Et c'est intéressant parce que on m'a écrit que à l'époque de mon agression, Bertrand Besancenot, ambassadeur, siégeait à la commission de discipline des ambassadeurs. Donc vous pensez bien qu'il a tout fait pour protéger son frère et me charger moi, la petite fonctionnaire, et donc Nathalie Loiseau, qui était directrice des ressources humaines à l'époque, a tout fait pour valider ça. D'ailleurs, à cet égard, me revient en mémoire que j'ai bientôt, vous verrez sur mon fil Twitter, un décret de 2009 qui fait que non seulement Nathalie Loiseau était directrice des ressources humaines, mais en plus elle était membre du CHSCT, le comité d'hygiène et de sécurité au travail, à l'époque de mon agression. Vous pensez qu'une agression telle que ça s'est produit et telle qu'elle s'est produite, qui a été étouffée, effectivement, mais elle a été étouffée malgré les photos, malgré tout ça, mais enfin, on revient là un petit peu politique. Enfin, au moment de mon agression, comme la collègue qui m'a agressée était la maîtresse de Marcel de Souza, le beau-frère du président de la République du Bénin d'alors, Yahi Boni, il y a eu des interventions des autorités béninoises au plus haut niveau des autorités françaises, au plus haut niveau pour demander ma tête. Et vous pensez que raisonnablement, Madame Loiseau, directrice des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères, n'aurait pas été au courant de cette histoire? Vous en voulez encore? Je vous en donne encore. En juin 2011, Madame Loiseau était encore directrice des ressources humaines, est paru en édition poche un livre qui s'appelle « Les diplomates derrière la façade des ambassades de France » de Franck Renaud, qui était la réédition poche d'un succès de librairie. Mon histoire faisait l'introduction du livre. Il a été vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Madame Loiseau n'aurait pas été informée de ce livre? Vous en voulez encore? Avant même ce livre, en mars 2011, La Lettre du Continent, qui est une revue spécialisée dans les milieux d'affaires, et politiques qui s'intéressent au continent africain. L'abonnement est très très cher. L'abonnement coûte des milliers d'euros. Donc vous pensez bien que ce sont les institutionnels, ce qu'on appelle les institutionnels, les entreprises, les ambassades qui s'abonnent à ce genre de choses. Le premier article qui m'a été consacré, ça a été dans La Lettre du Continent, qui parlait qui décrivait l'agression et qui disait, qui laissait entendre que franchement, il y avait anguille sous roche là-dedans. Eh bien, j'ai le document que vous verrez bientôt sur mon fil Twitter, qui
cet article a circulé dans le monde entier, dans les ambassades, parce que il vient, on voit sur le côté le numéro de l'abonnement, d'où ça vient et par quelle personne il a circulé, il a été édité par une documentaliste, oui, on dit comme ça, documentaliste du ministère des Affaires étrangères, avec le numéro d'abonnement du ministère des Affaires étrangères, avec 2 traits gras pour souligner, attirer l'attention sur cet article où on raconte mon agression, la personnalité de mon agresseur, qui est la maîtresse de Marcel de Souza, beau-frère etc. Et je veux dire, vous en voulez encore, mais je pourrais continuer comme ça jusqu'à ce soir. Donc pour résumer, après on va prendre les questions. Donc vous étiez en poste avec de rangs de diplomate, puisque vous étiez de catégorie B en ambassade, à l'ambassade de France au Bénin. Vous n'aviez pas suivi la formation à l'inverse de vos collègues, puisque c'était votre premier poste à l'étranger. Vous prenez tout de suite le poste. Vous êtes responsable d'un budget pour la bourse mission invitation. Voilà. Hein, donc, et vous vous rendez compte qu'il y a des dysfonctionnements, et plus que des dysfonctionnements, des détournements de fonds publics, puisque c'est sur l'argent de l'État français. Hein. On fait voyager des Béninois en France et on fait venir des Français au Bénin. Des gens plutôt prestigieux, d'autres moins. Pas tout, oui, de tout. Un peu de tout, etc. Pas de tout. Et donc vous commencez à prendre à cœur, comme tout fonctionnaire doit le faire, votre mission, votre métier, et vous vous rendez compte que vous êtes de plus en plus dépossédé de la réalité de vos dossiers. Arrive une Béninoise, employée locale, bon, qui on va dire, a eu au moins un coup de piston, on va dire ça comme ça, qui fait des dossiers fictifs, avec sous couvert de l'ambassade, avec une protection de la hiérarchie, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas un laisser-faire, en tout cas quand vous signalez l'affaire, personne s'en émeut. Ah ça continue. Non, de toute façon, personne s'en émeut. Donc là, j'essaie d'être factuel. Oui, il faut être très précis. Il y a 2 Béninoises on va peut-être donner les noms à ce moment-là. Bon, c'est pas... deux Béninoises. C'est pas ad hominem, c'est... Voilà. 2 Béninoises. Il y a la Béninoise à qui on donne mes dossiers à traiter, mais qui ne les traite pas puisqu'ils sont vides. Et d'autre part, l'autre Béninoise qui partage mon bureau et qui est un emploi fictif de l'ambassade de France, parce qu'elle passe son temps à gérer sa fortune immobilière. Mais il faut savoir que travailler à l'ambassade de France, c'est quand même prestigieux. C'est une carte de visite énorme. Donc, il y en avait qui travaillaient à l'ambassade de France et qui étaient prêts à toutes les compromissions parce que c'était une étiquette, une carte de visite, ça leur permettait de faire des petits trafics sympathiques. Hein, voilà. Mais ma collègue de bureau, dont je partageais le bureau, mais qui était un emploi fictif, qui passait son temps à gérer sa fortune immobilière, qu'elle avait très conséquente, mais ça ne me regardait pas. Moi, je n'avais pas le... Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était un emploi fictif. Elle passait 80% de son temps à gérer sa fortune immobilière. Elle avait concrètement 17-18 maisons quand je suis arrivée. Elle en avait 2 de plus quand je suis partie. Donc, faut les construire, il faut les surveiller les travaux, faut les décorer, il faut les optimiser. Puis entre les deux, il faut également préparer les vacances. C'était un emploi fictif. Et je l'ai écrit ça dans des mails où je racontais mon vécu quotidien à Cotonou. Donc, bon, voilà. Elle est officiellement protégée. On peut dire que finalement, vous vous êtes rendu compte que la France-Afrique, c'est pas continu, hein, on va dire ça comme ça. La France-Afrique, c'est pas que dans les hautes sphères. Moi, j'avais fait des études de sciences politiques. Pour moi, la France-Afrique, c'était quelque chose de très abstrait. C'était les mallettes, c'était Focard, etc. Voilà. Mais moi, ça m'est tombé dessus en plein dedans. Enfin, j'aurais jamais imaginé ça. Et donc, même si je me sentais menacée dans les derniers temps, et voilà, jamais je n'aurais pensé que j'aurais été agressée sur mon lieu de travail, mon temps de travail. C'est quand même une agression qui pénalement a bien été qualifiée de tentative de meurtre parce que le juge d'instruction m'a bien dit qu'il ne pouvait pas faire moins que reconnaître la tentative de meurtre. C'est quand même une tentative de meurtre de fonctionnaire sur le temps de travail, le lieu de travail, qui est étouffé depuis 10 ans, et personne ne s'en émeut. Personne ne s'en émeut, mais ni les tribunaux, ni les syndicats. Tout le monde se tait, malgré les preuves, malgré les photos, malgré tout le monde se tait. Et pourquoi tout le monde se tait? Parce que tout le monde y a intérêt.
Comme on dit en Afrique, tout le monde croque du gâteau. Tout le monde, à tous les niveaux, tout le monde ferme sa bouche pour en profiter un peu ou ne pas, ne serait-ce qu'à minima, ne pas subir le sort que je subis. Il faut savoir que je suis plus sanctionnée que des gens, des collègues, des diplomates, surtout des hauts diplomates, qui ont été reconnus coupables de vol, qui sont passés en commission de discipline pour ça. Eux ont continué leur carrière, ils sont à nouveau ambassadeurs et tout. Moi, j'ai accumulé les sanctions disciplinaires sans commission de discipline et j'en ai demandé, j'ai demandé à passer en commission de discipline. Moi, j'ai tout pris et je continue à tout prendre sans aucun garde-fou. Et personne ne me protège, c'est-à-dire personne ne me protège. En interne, personne ne m'a protégée à part un homme. Un homme. Mais maintenant, il n'est plus dans le circuit, donc du coup, voilà. C'était il y a des années. Un homme a osé, un camarade de promotion d'Emmanuel Macron. Il s'appelle Emmanuel Cochet, camarade de promotion d'Emmanuel Macron. Il a été le seul. Mais sinon, tout le monde m'a lâché. Tout le monde. Les syndicats, les politiques, les institutions diverses et variées dont on parle toujours pour la défense des droits de l'homme ou la défense des lanceurs d'alerte. Tout le monde a fermé les yeux. Tout le monde. Donc, et aujourd'hui, est-ce que vous avez essayé d'entrer, je vais prendre les questions maintenant, est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec Madame Loiseau? Oui, apparemment, puisqu'il y a eu, si j'ai bien entendu, 3 demandes de votre avocat, de vos conseils, pour avoir quelque chose à l'amiable et pas aller dans les procédures, voilà. Au moins pour se rencontrer voilà. et discuter. Depuis qu'elle est bon, parce qu'elle était déjà secrétaire d'État ou ministre. Alors moi je l'ai mise en cause publiquement dès sa nomination le 23 juin 2017. Dès sa nomination au gouvernement, je l'ai mise en cause publiquement sur Twitter. Vous voyez mon fil Twitter, j'ai posté ça. Alors donnez votre adresse puisque. @Franoise Nicolas. Donc c'est Françoise sans le C, c'est dit. Donc ça fait @Franoise Nicolas. Voilà, tout accroché. Et donc moi je l'ai mise en cause, je l'ai interpellée publiquement parce que notamment à l'époque de la publication du livre Les diplomates de Franck Renaud, le livre de poche, tout le monde, malgré les efforts de l'auteur pour intéresser ses collègues journalistes en France, tout le monde s'est tu. Par contre, au Bénin, je connais ça. Hein. Au Bénin, par contre, ils ont été intéressés. C'est normal. Merci, ça me rassure. Et au Bénin, ils ont été intéressés. Il y a notamment un quotidien qui s'appelle La Nouvelle Tribune, qui a publié un article en disant, bah voilà, et qui a publié notamment des photos de mes blessures qui attestent sans équivoque la volonté de me tuer. Et tout voilà. Et donc, madame... Donc moi j'ai les photos, on ne va pas montrer les photos, ça ne sert à rien. Je peux en attester, mais peut-être, parce que les gens me demandent, est-ce que Didier, en général, je fais les choses en me renseignant un petit peu, et voilà. Vous avez un dossier complet. Hein. Bon, j'ai vu toutes les photos, je ne vais pas vous les montrer, puisqu'on n'est pas là pour faire du gore. Du gore, voilà. Hein. Là, il faut défaire pour non, mais ça, j'ai compris. Vous voyez, regardez normalement. Tout doit être rempli. C'est ce que j'ai montré, d'ailleurs, dans le live que Gabin Formon de Vécu m'a consacré le 7 mars dernier. J'ai eu l'occasion de montrer à l'écran nombre de preuves, et notamment ces bases de données qui, lorsque moi, je traitais les dossiers, toutes les cases étaient remplies. Voilà, donc tout était rempli. Et quand quand il y a une nouvelle hiérarchie et qu'on me retire les dossiers, eh bien les cases sont vides, évidemment, pour cause, puisque les dossiers étaient vierges, avec les initiales de la secrétaire et des points d'interrogation. Parce que j'essaie de comprendre. Donc voilà, enfin Didier... Non, mais c'est bon, on ne va pas tout sortir. Donc vous avez tous les listings. Voilà, ce sont des tu vois, les trous, c'est là où il y a les trous, voilà, c'est les anomalies. Et là, il n'y a rien. Tout est et évidemment, voilà, il y a un dossier judiciaire. Non, le dossier judiciaire, voilà, il y en a plusieurs classeurs. J'ai presque 40 classeurs de choses. Donc, il y a 16 procédures, c'est énorme. C'est 10 ans de combat et bon, je ne compte plus. Hein, donc, est-ce qu'il y a une question qui était au début? Est-ce que vous étiez... syndiqué au départ, membre d'un parti politique? Oui, non, j'étais syndiquée à l'époque parce que bon, vu mon parcours au ministère, à savoir que je me suis fait barrer la route à le travail que j'aurais dû faire normalement parce que j'avais réussi un concours, parce que j'avais intégré trop âgé, 39 ans, et qu'en plus j'étais une femme. Donc évidemment, j'ai fait tous les syndicats qui m'ont... finalement, j'ai atterri à la CGT. Donc la CGT a suivi toute l'histoire de bout en bout, ce harcèlement moral continu avant l'agression. Et puis, après l'agression, ils ont fait comme les autres. Hein. On leur a dit, je cite, on vous demande de ne pas vous en mêler. Eh ben, ils ont fait comme tout le monde, ils ne s'en sont pas mêlés parce que la DRH du ministère des Affaires étrangères, elle a des arguments de poids.
Elle a des arguments de poids, des postes convoités, des promotions exceptionnelles. Donc, c'est pour ça que quand j'évoquais tout à l'heure ce monsieur Emmanuel Cochet, qui a été le seul à écrire à la DRH pour poser la situation très clairement, très factuellement, en disant ce que vous avez fait, ce que vous faites n'est pas correct. C'était en mars 2013. Il a été le seul parce qu'il était protégé, parce qu'il était énarque et il avait des convictions. Mais sinon, tout le monde, et ils ont tous, enfin tout le monde, tous les gens, ils m'ont tous lâché parce que poste convoité, promotion exceptionnelle. Et je le prouve, hein, bien sûr. Je ne parle que de ce que je peux prouver. Donc. Bon, voilà, je vais prendre encore quelques questions. Comment peut-on vous aider, Françoise? En parler. Parlez-en autour de vous. Parlez-en. Bon, donc partagez à fond. Moi, je vais en parler à Mediapart, puisque oui, alors, par exemple, voilà. Vous m'aidez. Si vous voulez en savoir davantage sur mon histoire, vous pouvez lire le livre. Voilà, il y a le livre de Stéphanie Gibaud, La traque des lanceurs d'alerte. Là, vous allez le voir à l'envers. Ils sont voilà, ils ont un cerveau super développé. Bravo. Donc, La traque des lanceurs d'alerte de Stéphanie Gibaud, paru en octobre, l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, voilà, qui raconte, qui consacre à mon histoire beaucoup de pages, de nombreuses pages, mais qui évoque également 49 autres histoires de lanceurs d'alerte et qui démontre par l'exemple que nous sommes tous confrontés aux mêmes mécaniques, aux mêmes représailles, quels que soient nos secteurs d'activité respectifs, quels que soient enfin, on est tous confrontés, tous secteurs confondus, à la même mécanique d'alerte, de signalement. À l'époque, on ne parlait pas de lanceur d'alerte, mais surtout à la mécanique des représailles. On est broyé et on est abandonné par tout le monde. On est abandonné par les tribunaux, par les politiques, par l'État français. Je crois que, comme le dit avec justesse Stéphanie Gibaud, c'est même peut-être pire que le ministère des Affaires étrangères, parce que moi, évidemment, avec confiance, je me suis tournée vers les tribunaux. Mais j'ai été laminée. On m'a opposé la raison d'État en retenant le fait que ma collègue était la maîtresse de bidule machin. Quand même. C'est honteux et ça continue. Oui, je mettrai les titres, promis. J'ai pas mis les titres sur les lives, donc je me fais engueuler, mais j'ai mis le titre avant. Non, le live n'était pas forcément prévu, voilà. Hein, donc. Et j'aurais dû le mettre. Merci pour votre patience. Veuillez excuser je suis peut-être. Non, il n'y a pas. Je dis peut-être trop de choses, mais c'est impromptu. Ça s'appelle la sincérité. Alors moi, on en parlait tout à l'heure, puisque c'est la première fois qu'on se voit, qu'on se rencontre, on s'est déjà parlé au téléphone. Je disais, parce que moi, ça m'est arrivé aussi, hein, quand il y a en 2011, j'ai découvert, c'est moins grave, c'est des histoires de télé, quoique les sommes étaient importantes, puisqu'on parle de 100 millions d'euros qui ont été volés aux Français, à une chaîne qui a été donnée pareil, par des compromissions et tout un tas de magouilles entre des politiques et des hauts fonctionnaires, donnés à quelqu'un qui n'avait pas d'argent, qui a revendu l'autorisation, en fait. Donc, il a pris la chaîne, il n'a pas fait fonctionner, et il savait déjà à qui il allait la revendre. Bon. Et donc, je suis tombé, parce que moi, j'avais participé, on va dire, à l'appel d'offres, et je me suis rendu compte au bout de 15 jours, ça c'est facile à voir, hein, quand on est dedans, que tout était faux, que tout était déjà fait d'avance, quoi. Et donc, j'ai fait l'idiot, j'ai un peu rassemblé toutes les preuves, j'ai fait parler les gens, j'ai tout noté, etc. Et j'ai rendu l'affaire publique. Et donc, il y a un côté, d'abord, première phase, je disais d'exaltation, on dit, bon, bah là, j'ai le truc important, les confrères, la presse, la justice, tout ça, ça va y aller à fond. Puis là, vous vous retrouvez seul. Donc là, j'ai dit, bon, donc première phase, exaltation, deuxième phase, surprise. Troisième phase, colère, parce qu'on se dit, mais bon sang, c'est pas vrai, j'amène tout sur la table, etc. Quatrième phase, avec tout un système dont vous pensez, parce que vous avez grandi dans l'idée de la République, servir la France, servir l'État, servir la République, liberté, égalité, fraternité, vertu, etc. Moi, c'est mes valeurs familiales, c'est mes valeurs personnelles. Je suis entré à un moment en politique, je suis parti en courant parce que j'ai vu comment ça se passait. Vous êtes à cette phase-là, mais vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et vous commencez, c'est ça qu'il faut bien expliquer à nos amis, quand on a vécu ce genre de trucs, et vous c'est grave parce qu'il y a eu une agression en plus physique, et moi j'ai eu un grave accident de moto, donc je sais comment on peut revivre le traumatisme, hein, et que ça dure des années, hein. Et donc on
on se retrouve là, on doute de notre santé mentale. Et ça, il faut bien comprendre ça, parce que quand vous frappez, vous heurtez à un mur d'indifférence, que vous avez toutes les preuves, que vous amenez tout sur la table. Moi, j'ai voyagé, j'ai eu des preuves en Russie, au Qatar, toutes les boîtes du CAC 40 qui ont magouillé, etc. J'ai tout amené sur un plateau. Et on m'a dit oui. J'ai eu des enquêtes bâclées, une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a dit la vérité, le Conseil d'État qui a jugé le truc, qui a réintroduit la chaîne, et je suis encore avec... maintenant j'ai une instruction, je ne dis pas laquelle, elle suit son cours. Ça fait donc 8 ans que je me bats. Et donc c'est pour ça que je veux dire pour nos amis, premièrement, ce qu'il faut continuer à suivre. Françoise, elle vous a donné Franoise. Nicolas, @Franoise Nicolas. C'est Françoise sans le CCD. Voilà. Sur son fil Twitter. Franoise Nicolas. J'ai fait un live récemment avec Juan Branco au sujet d'Assange. Assange, quelqu'un me posait la question. Rassemblement à Paris, vendredi. Voilà, on va en parler. Comment il tient, Assange? Comment il tient? Il disait à Juan, je tiens tant que les gens m'écrivent, tant que je sais que j'ai fait quelque chose pour les autres et que mon truc n'a pas été inutile, parce qu'il faut aller les parquer dans un truc sans lumière, sans jardin, sans rien du tout, etc. Donc, les gens, les amis, les Français, les Françaises qui suivent, essayez de suivre son compte, parlez-en autour de vous, n'abandonnez pas les gens qui ont du courage et qui ont... Parce que finalement, vous disiez rien, c'était fini. Hein. Oui, absolument. Et puis là, les journalistes se taisent. Même là, depuis que Madame Loiseau a été nommée tête de liste des LREM, ça fait le buzz depuis une semaine. Enfin voilà, les gens s'intéressent à mon histoire, c'est ressorti, etc. Et notamment, il y a eu le live de Vécu qui est très bien tombé début mars, parce que je montrais des preuves à l'écran. Donc ça fait le buzz parce que les gens interpellent. Et puis les journalistes se taisent. Bien sûr, les gens se taisent. Les journalistes ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler. Et bien sûr, moi je veux bien en parler. Et je lance un appel aussi. C'est Nathalie, son prénom, Madame Loiseau? Nathalie Loiseau. Je lance un appel si elle m'écoute, si elle nous suit, si ses équipes nous suivent. Je suis tout à fait prêt à faire la même chose qu'avec vous, Françoise. Un live, puisque ces lives sont très suivis, pour qu'elle vienne s'expliquer, donner des informations, dire ce qui s'est passé, amener puisque vous apportez des faits. Moi, j'apporte des faits, je les en feuilletant sur Twitter. Et qu'elle réponde factuellement à des faits. Et donc, bien sûr, c'est le principe du contradictoire. Si Madame Loiseau veut venir s'exprimer, elle sera tout à fait bien accueillie dans ces mêmes locaux. Et puis peut-être aussi avec moi, je suis prête à me confronter un débat avec elle, avec des faits. Voilà. Et peut-être l'idée, peut-être que vous trouverez, on l'espère tous, une issue favorable, une solution. Parce que moi, je pense que la solution, elle est toujours, c'est ce que je dis dans l'histoire de ce mouvement social, que je ne vais pas citer, mais que tout le monde a à l'esprit depuis quelques mois. Et à un moment, la négation du réel, plus la répression, plus les mensonges, aboutissent à tendre la situation, alors que quand on a une situation tendue, on s'assoit autour d'une table et on discute, et puis on essaie de voir, si on n'est peut-être pas toujours d'accord, mais on offre un peu de considération à la personne qui est censée nous attaquer ou apporter des faits contradictoires. Voilà les amis, je ne sais pas si elle ne viendra pas. Je lance un appel à Madame Loiseau. Sur Twitter, je ne peux plus trop faire cuit-cuit, parce que on me coupe le sifflet. Je ne ferai pas de jeu de mots malencontreux. Mais voilà, quelqu'un disait, quand on parle Dieu sur Twitter, on parlait, quelqu'un a voulu vous crever les yeux. Je ne vais plus écrire, moi, crever les yeux, parce que... Non, mais bon, Non, mais quand j'ai dit ça, on m'a supprimé mon compte, parce que quelqu'un... Non, mais moi, j'ai des photos aussi, donc et vous, j'ai vu ce que... c'est scandaleux ce qui vous est arrivé. C'est pas grave, c'est la crête des vagues, tout ça. Oui. Et il y a des choses plus graves. Ce sont des choses qui s'ajoutent. Voilà, les amis, partagez ce live, faites connaître l'histoire de Françoise Nicolas. Et puis je recevrai de temps à autre des lanceurs d'alerte, parce que, comme je le disais au départ, lanceur d'alerte, malheureusement, c'est pas un métier. C'est une mission de service public. C'est une mission... vous tombe dessus, en fait. On est tous... On choisit pas d'être lanceur d'alerte. On est tous des citoyens ordinaires. Voilà. On est tous des citoyens ordinaires qui ont été confrontés à un moment donné à des situations extraordinaires. Ça nous est tombé dessus. Ça a pulvérisé nos vies. Franchement, c'est pas un sort enviable de vivre ce que nous vivons.
Mais bon, voilà, faut faire avec. Et sans doute faut-il préciser que la loi française, le code pénal, nous oblige à signaler à la justice quand on est témoin de malversations, de faits de crimes, de délits graves, etc. Quand on est témoin de ça, nous devons le signaler au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction, etc., ou à son administration. C'est inscrit dans la loi. Ne pas le faire, c'est de la négligence. C'est puni aussi par la loi. Et donc, on vous punit finalement d'appliquer la loi et d'appliquer les principes de notre République. Alors, moi, personnellement, j'ai fait un signalement sur la base de l'article 40, d'ailleurs qui a été à l'initiative du Service central de prévention de la corruption, mais enfin quand même pour dire que c'était quand même sérieux, il serait intéressant de demander à Madame Loiseau si elle a fait un signalement sur la base de l'article 40. D'une part, suite au rapport de mon premier chef de bureau qui signalait les détournements de fonds publics à l'échelle de l'ambassade, pièce comptable à l'appui, premièrement, est-ce qu'elle a fait un signalement sur le rapport? Deuxièmement, est-ce qu'elle a fait un signalement après mon agression qui pénalement a été qualifiée de tentative de meurtre? Est-ce qu'elle a fait un signalement? Merci Didier de poser ces questions à Madame Loiseau lorsque vous la recevrez. Si je la reçois. Et en tout cas, l'invitation est lancée et je finirai sur cette maxime qui est bien connue, que reprend Geneviève qui est très assidue: la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt les amis. Salut. Merci de partager. Merci Madame Nicolas, merci beaucoup.